Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! Bonjour Bertrand, bienvenue sur le podcast. Bonjour Étienne, merci de m'accueillir sur ce podcast au sujet de l'agroforesterie. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours et puis juste te présenter généralement ? Bertrand Cailly, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis d'origine agricole. J'ai fait des études agricoles également, un DUT puis après une école d'ingénieur. Et j'ai travaillé durant une petite vingtaine d'années dans des fermes de lycées agricoles, notamment une douzaine d'années à Nancy, Pixérécourt, et puis plus dernièrement de 2017 à 2023 à Brémontier-Merval, donc en Seine-Maritime. Et puis actuellement, je suis sur des missions au niveau agriculture à Wallis et Futuna, donc en Outre-mer. Et comment est-ce que tu as découvert l'agroforesterie pour la première fois ? Alors comment j'ai découvert l'agroforesterie En fait, c'est en voulant développer le pâturage à Nancy, Pixérécourt. Donc c'était en 2006-2007. On voulait vraiment réorienter le système pour maximiser le pâturage et donner davantage d'accessibilité à des parcelles même un petit peu éloignées. Et il se trouve que c'était des parcelles qui étaient en grande culture. Et donc avec des haies un petit peu, mais pas beaucoup d'ombre. Et donc on s'est dit que quitte à replanter des arbres, autant les mettre à notre disposition pour gérer aussi le pâturage tournant, donc cloisonner les paddocks. Et donc les alignements d'arbres qu'on a effectués nous servaient et à gérer les paddocks et après à aller plus loin parce qu'on a mis des essences aussi à vertu thérapeutique, on a mis des essences de bourrage aussi par la suite. Donc quand on redécouvre le rôle de l'arbre dans le système agricole, finalement, il y a toute une complexité, et complexe, c'est pas forcément compliqué, hein. Il y a toute une complexité qu'on retrouve derrière ce concept. Et puis, quand on met ça réellement en pratique, eh bien, on se dit, autant mettre les choses conceptuelles au service du système qu'on souhaite développer, quoi. Mais écoute, on reviendra un petit peu à tout ça plus précisément dans le contexte de la ferme de Merval. Mais justement, voilà, je voulais qu'on ait un peu une idée plus précise de la ferme. Aujourd'hui, tu n'occupes plus le poste de directeur, mais voilà, vu que c'est tout récent, on avait envie de prendre l'opportunité un petit peu d'avoir ce retour d'expérience de ce que vous avez fait là-bas. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous faire une description un peu, on va dire, de son fonctionnement et puis aussi du contexte du territoire. La ferme de Brémontier-Merval, donc en Seine-Maritime, déjà fait partie d'une grosse entité qu'on appelle EPL-EFPA, donc l'établissement d'enseignement public et de formation professionnelle agricole, dont le siège est basé à Yvetot. Et donc il y a il y a une autre ferme sur Yvetot, il y a une scierie sur Anvermeux, et puis plein d'autres centres de formation, lycées ou centres de formation d'apprentissage ou centres de formation pour adultes, même des centres de formation en distanciel. Donc toute cette entité globale, il y a la ferme de Merval, et donc la ferme de Merval avec son lycée associé aussi, un lycée de Brémontier-Merval avec des filières plutôt professionnelles, hein, de la seconde au bac pro en passant par le bac techno agricole, et une ferme un petit peu atypique puisque sur 120 hectares, il y a une dizaine de personnes qui travaillent, et la particularité c'est que tout ce qui est investissement en matériel et bâtiments sont financés par la ferme intégralement, et la main d'œuvre également aussi, hein. Les 10 salaires sont rémunérés directement. C'est le fruit en fait de l'activité qui permet de payer ces salaires-là, et en dehors de moi qui suis payé par l'État, sinon tout est payé comme une ferme classique, et donc on a des emprunts, il y a des amortissements, et la particularité de cette ferme, c'est que sur 120 hectares pour rémunérer une dizaine de personnes, il a fallu forcément faire des choix, notamment au niveau de la valeur ajoutée. Donc sur ces 120 hectares, on les valorise essentiellement avec des vaches laitières, donc 115 vaches
pour produire du lait en toute herbe, sans concentré. Ça, c'est des choix, on pourra y revenir par la suite, mais pas de concentré, pas d'écornage, monte naturelle intégrale, donc des choix un petit peu qu'on pourrait qualifier de, je sais pas si on peut appeler ça subversif ou disruptif, mais qui sont pas forcément dans le, comment dire, dans ce qu'on pourrait imaginer d'une ferme de lycée agricole classique qui peut parfois dont certains agriculteurs pourraient voir son rôle à ressembler à quelque chose de moyen du territoire, à quelque chose de transmissible ou des choses comme ça. C'est pas forcément les choix qui ont été faits, puisque le lait qui est produit, au-delà de la manière dont il est produit, il est transformé en fromage, donc en cœur de Neuchâtel AOP, fermier au lait cru en agriculture bio. Et puis pour la partie arbre et arboricole, donc il y a un linéaire de haies assez important. Il y a 10 hectares de bois aussi, deux bois, un de 7 hectares et un autre de 3 hectares, donc des bois qui sont entretenus. Et puis une partie assez conséquente en verger, haute et bastige, une douzaine d'hectares, plus une parcelle dont on parlera plus longuement, qu'on a appelée une parcelle en agro-arbo-apiforesterie, où on combine diverses choses. Et ces vergers, en fait, sont aussi dans la même logique de valeur ajoutée, servent à produire des pommes qui sont elles-mêmes transformées sur place en jus, cidre, pommeau et calvados AOC, puisque nous avons la chance d'avoir notre propre alambic sur place, et donc des stocks de calvados intéressants, et avec toute une, on va dire, une ambition de produire des calvados haut de gamme et des calvados de garde, donc plus de 20 ans d'âge, pour des marchés bien spécifiques au niveau des spiritueux. Donc l'arbre à Merval, il est vraiment au cœur du système, et c'est ce qui nous a conduit un petit peu vers ce projet un peu plus global et complexe, mais sans oublier que finalement on n'a rien inventé, quoi. Je veux dire, les choses qu'on a, ce qu'il y a eu, c'est qu'à un moment la ferme s'est spécialisée, à un moment, donc il y a eu des vergers bastiges qui ont été implantés. Vergers bastiges qui sont difficilement compatibles avec du pâturage. Alors nous, on pratiquait du pâturage, avec des vaches laitières ou des génisses dans les vergers bastiges, donc il y avait tendance un petit peu à devenir plus des demi-tiges finalement, à avoir les branches basses qui se relevaient un petit peu, ce qu'on appelait en plaisantant la taille zootechnique, c'est-à-dire qu'on acceptait une perte un petit peu par les animaux, mais au global, la valeur ajoutée globale créée, on pourrait y revenir, était bien plus importante dans les surfaces arborées, pâturées, que dans les surfaces où on séparait prairies et arbres. Et je suis curieux de savoir, justement, on a bien compris que le modèle de production est un peu atypique. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un virage ou voilà, une volonté de transition et si c'est le cas, un peu comment ça s'est passé? Alors ça fait très longtemps que la ferme de Merval est engagée, ça fait plus d'une vingtaine d'années, 25 ans, que la ferme est engagée dans le fait de mettre en œuvre les AOP et les AOC qui sont liés à son terroir et à son territoire, donc l'AOP fromagère Neuchâtel, et puis les AOC Pommeau et Calvados, parce qu'il y a une aire d'appellation en fait dans le pays de Bray, en Seine-Maritime. Beaucoup de gens croient que ça concerne que la basse Normandie, mais il y a des produits en appellation alors là maintenant c'est la Normandie, une seule Normandie, mais en Seine-Maritime. Et ça a toujours été le propre de la ferme de développer ces produits à valeur ajoutée, avec un petit bémol quand même, parce que d'ailleurs c'est le virage qui a été pris un petit peu en 2015-2016. C'est-à-dire que la ferme a toujours été un petit peu fragile financièrement, quoi. C'est-à-dire ça n'a jamais été catastrophique. Elle a toujours su faire face à ses besoins en main-d'œuvre, mais par contre, à défaut d'investissement au niveau des matériels et des bâtiments, sur du long terme, donc ça devenait un petit peu problématique, et notamment parce que, surtout en fromage, et c'est un petit peu vrai en cidre aussi, ce sont des produits en fait qui finalement, de par leur cahier des charges, et puis les acheteurs qui sont sur ce secteur d'activité, sont pas forcément vendus à des prix qui couvrent les coûts de production, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on m'a confié ce poste là-bas. C'était vraiment pour réorienter complètement la ferme, notamment d'un point de vue agroécologique, mais
surtout d'un point de vue économique, pour dégager des marges. Alors des marges dans tous les sens du terme, hein, marge économique, marge en autonomie décisionnelle, marge pour l'avenir aussi, pour développer des choses. Et donc on a fait des choix assez tranchés, en fait, de concilier en fait réduction drastique des charges opérationnelles, des charges proportionnelles, qu'il pouvait y avoir aussi bien sur l'élevage que sur les pommes, conjugué en fait à une politique qui va plus loin que le cahier des charges ou que les cahiers des charges des AOP et AOC concernés, pour aller sur des produits un petit peu haut de gamme, entre guillemets, hein, parce que il n'y a rien à cacher, on peut développer aussi sur les coûts de production. En fait, on a basé nos prix de vente sur nos coûts de production, mais en rendant, au moins pour tout ce qui est fromage et jus de pomme et cidre, en rendant les choses aussi accessibles pour les consommateurs du territoire où il n'y a pas forcément un fort pouvoir d'achat, quoi. Donc c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, c'est-à-dire produire de manière agroécologique au-delà des labels, hein. Alors là, il se trouve qu'on produisait aussi en agriculture biologique, mais avec une notion d'autonomie et d'économie sur la partie production, conjuguée à des efforts aussi au niveau de la qualité du produit. Par exemple, on a fait des choix de continuer à mouler à la main le fromage, de continuer à travailler en petits fûts de chêne pour les calvados, pour avoir des millésimes un petit peu particuliers, et donc plutôt segmenter ce qu'on faisait pour toucher des clientèles particulières, mais toujours avec en filigrane en fait cette notion d'accessibilité. C'est-à-dire que concrètement, hein, pour le dire un peu trivialement, on ne faisait pas une agriculture qui était dédiée uniquement à des bobos parisiens, loin de là, puisque nos fromages à la ferme étaient vendus de l'ordre de 10,60 € à 11 € le kilo à la ferme. Donc c'est pas non plus, pour un fromage AOP moulé à la main, ça reste relativement accessible. Après, pareil, la même logique pour les jus de pomme et le cidre, et une logique un petit peu différente sur le calvados, qui est pas non plus un produit dont on a forcément besoin au quotidien, quoi. Oui, du coup, ce qui est passionnant, c'est que justement, il y avait cette double mission de transition agroécologique et voilà, de rentabilité, on dirait, de pérenniser le modèle économique. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire à travers la valeur ajoutée. Mais je trouve ça super intéressant que c'est justement quelque chose que vous avez réussi à faire en parallèle, puisque parfois on peut avoir la perception que l'agroécologie se ferait au détriment de la rentabilité ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est certain. Enfin, d'ailleurs, comparaison n'est pas raison, mais le fait d'aller sur des choix un petit peu atypiques comme ça, on est toujours obligé de fournir des chiffres, de fournir des données économiques, de fournir des comparaisons de groupes. Donc on était présent dans de nombreux groupes technico-économiques, hein, toutes filières confondues, aussi bien avec la Chambre d'agriculture que les CIVAM, ou des groupes, même un petit groupe indépendant qui s'appelle les Herbages et Brayons, en fait, qui regroupe des éleveurs, des polyculteurs éleveurs ou des éleveurs plutôt herbagers, qui ont le souci en fait de produire proprement et durablement, mais avec des bonnes marges économiques, quoi. C'est-à-dire que essayer d'allier l'agroécologie aussi à la partie économique. Et d'ailleurs, nous, je veux dire, vis-à-vis des jeunes et des élèves qu'on pouvait former, ou même des jeunes qu'on accueillait en stage sur la ferme, on se voulait assez transparent et pas vendre du rêve, parce que quand on voit une ferme comme ça, un petit peu, où on produit du lait en toute herbe, il y a de l'agroforesterie, il y a des ruches, donc on produit du miel, on produit du calvados, du pommeau, des fromages, et tout ça, ça peut donner une perception un petit peu bucolique du système, alors qu'il y avait vraiment cette nécessité économique, parce que pour nous, la performance économique, elle sert notamment à mieux pouvoir financer, on va dire, les pans environnementaux et sociaux d'un système agricole, quoi. Donc pour ce faire, en fait, tout s'est fait un petit peu en même temps, mais on a fait le pari en fait d'augmenter les salaires et puis d'intéresser aussi l'ensemble de l'équipe aux bénéfices de la ferme. Donc on reversait en fait 10% des bénéfices à l'ensemble des salariés, quoi. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose de très concret, quoi. Quand on crée de la valeur, la redistribuer en partie à ceux qui l'ont créée, c'est quand même
aussi quelque chose de noble à mon sens au niveau l'agroécologie, c'est pas que du technique, quoi. Enfin, à mon sens, quoi. J'ai envie qu'on parle de ce côté social, mais avant, juste pour un peu continuer sur le côté économique, l'équation qui paraît vraiment difficile, c'est à la fois d'avoir une stratégie sur la valeur ajoutée, mais aussi d'avoir un produit accessible. Et donc, du coup, si je comprends bien, vous, la clé, ça a été vraiment la réduction des charges opérationnelles. Enfin, tu me corriges hein, si je me trompe, mais on va dire que c'est ce qui vous permet d'avoir à la fois un produit accessible et en même temps en augmentant vos marges. Et ça, comment vous l'avez fait en fait? Comment vous avez approché d'essayer de réduire ces charges? Quelles modifications ont été apportées? Alors la réduction des charges, enfin, dès l'instant où on réduit les charges, hein, je parle surtout, alors c'est moins vrai en système céréalier spécialisé, mais en système bovin-lait notamment, bovin-lait où on cherche à développer l'autonomie et le pâturage, il faut forcément accepter des compromis techniques, quoi. C'est-à-dire que on ne peut pas vouloir une performance animale zootechnique, donc à la vache, à l'individu qui soit élevé, et réduire les charges opérationnelles d'un atelier lait, quoi. C'est compliqué. Dire, à un moment, quand on cherche un niveau de productivité, il y a forcément des intrants en face, quoi. Par contre, nous, le choix qu'on a fait, c'est de peut-être moins regarder cette productivité à l'animal et regarder plus une productivité globale en termes de biomasse globale produite, mais aussi en termes d'euros produits à l'échelle de l'ensemble de la surface. Et donc, d'ailleurs, on avait un petit peu un tableau de bord qu'on diffusait tous les ans à nos élèves, parce que souvent le raccourci était fait de dire « Ah oui, mais c'est possible parce qu'ils transforment, mais c'est possible parce qu'ils sont en bio ». Et en fait, non. Le même volume de lait produit, donc il y avait 115 vaches laitières quand même pour produire 450 ml de lait, donc ça fait du 4000 litres par vache, un bon 4000 litres de lait produit par vache. Donc c'est pas non plus des performances techniques extraordinaires, hein, loin de là. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est le taux de charge sur produit, hein, puisque les charges opérationnelles qu'on dépensait pour aux 1000 litres de lait étaient aux alentours de 80 € pour 1000 litres de lait, donc relativement basse, 75-80 €. Autrement dit, un ratio charge opérationnelle sur produit brut situé entre 12 et 15%, quoi. Donc relativement bas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dépensait 12 à 15 € de charge opérationnelle, ça nous permettait de produire 100 € de produit lait. Je parle pas du fromage, hein. Je parle juste de l'atelier lait. Et donc, cette même stratégie avec un prix du lait conventionnel était, alors, moins rentable, mais tout de même rentable, y compris en rémunérant 2,5 UTH salariés, qui représentait à peu près une masse salariale de 250 € pour 1000 litres, et autrement dit, à environ un bon 100 000 € de main-d'œuvre sur un atelier lait qui produit 450 000 litres de lait. Donc après, le parti a été pris, en fait, de fixer un prix de cession interne du lait à 550 € pour 1000 litres. Donc ça peut paraître élevé, mais ces 550 €, ils sont complètement construits sur la base d'un objectif du lait bio en filière longue qui est de 500 €. Donc ça, c'est un objectif, alors qui n'est pas forcément atteint par toutes les laiteries, loin de là. Et comme on produisait en AOP également, on s'est dit, ceux qui produisent en conventionnel et en AOP, ils ont une prime AOP de l'ordre de 50 € pour 1000 litres de lait. Et on s'est dit, si nous, en produisant chez nous, en transformant chez nous, on n'est pas capable de rémunérer notre lait à 550 € en cession interne, c'est qu'on n'est pas bon, quoi. C'est qu'on n'est vraiment pas bon. Et donc, il s'agissait après qu'en gros, tout volume de lait transformé à la fromagerie amène de la rentabilité à l'atelier lait et à la fromagerie. Donc c'était du gagnant-gagnant, alors qu'auparavant, les marges étaient un petit peu calculées différemment. Elles étaient basées sur les prix de vente en laiterie. Et du coup, plus le prix du lait était bas, meilleure la marge de la fromagerie était. Et plus le prix du lait était haut, pire la marge de la fromagerie était. Alors que là, on était vraiment sur une dynamique où les deux se tiraient ensemble et ça incitait aussi au niveau de la fromagerie à trouver des débouchés qui soient concordants avec le prix du fromage qu'on voulait fixer pour rémunérer un lait à 550 € pour 1000 litres. Et donc la réduction des charges, elle s'est essentiellement basée sur l'économie de concentré. En gros, on fonctionnait avec entre 0 et 80 kg de concentré pour être très précis et exact. Entre 0 et 80 kg de concentré par vache et par an, donc c'est très peu. De l'ordre d'un coût de concentré entre 8 et 12 € pour 1000 litres, hein, pour ceux qui sont de la partie laitière. Et après, un pâturage maximisé, 9 mois de pâturage par an, donc 3 mois seulement de stock. On stockait à peu près 1,7 tonnes de matière sèche stockée par UGB uniquement par an, donc c'est très peu, hein.
En gros, on récoltait à peu près 600 ballots d'enrubanné pour 650 ballots d'enrubanné pour nourrir une bonne centaine de vaches l'hiver, quoi. Donc c'est basé aussi sur une forte accessibilité à la pâture, hein, la chance aussi d'avoir une centaine d'hectares tout autour de la ferme, hein, accessible, où on a en fait investi davantage dans les aménagements fonciers, et on pourra revenir sur les arbres aussi, hein, qui font partie aussi des aménagements fonciers, mais notamment des chemins et des points d'eau, hein, où aujourd'hui il y a 4 km et demi de chemin stabilisés et plus de 80 points d'eau sur la ferme, quoi, pour gérer un pâturage tournant relativement efficace. Tout ça avec une main-d'œuvre salariée, donc par définition qui compte ses heures. Enfin, et je trouve ça intéressant de le dire aussi parce que quelque part, faire marcher une ferme sans compter ses heures et en travaillant 70 heures par semaine, ça peut marcher, mais ça pose question sur l'équilibre travail-vie ou sur aussi la possibilité de faire ce travail par des salariés. Donc là, c'est vraiment intéressant que vous ayez réussi à rémunérer à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est vrai. L'atelier lait, en gros, il était géré par 2,5 personnes, hein, Romain, Emilien et Sébastien. Et pour le coup, c'est notamment au niveau de la production où il y avait le plus d'heures supplémentaires payées, puisqu'il y a les week-ends, les jours fériés, toutes ces choses-là. Je veux dire, les heures du dimanche ou les jours fériés, c'est payé à 150%. Donc, globalement, tous les mois, des heures supplémentaires rémunérées pour pouvoir faire fonctionner le système aussi, hein, correctement. Et c'est vrai que on souhaitait aussi montrer quelque part que une main-d'œuvre compétente et qualifiée pour gérer un atelier lait, ça doit se rémunérer aussi, quoi. Dire, on peut plus, à mon sens, hein, c'est personnel, hein, ce que je veux dire là, mais je vois mal comment on peut attirer des jeunes dans les métiers d'élevage, notamment l'élevage laitier où il y a quand même un petit peu de contraintes, que ce soit en termes d'horaire, d'astreinte, la traite, des choses comme ça, et puis les aléas qu'on peut avoir avec des animaux, hein. Eh ben, je vois pas comment on peut faire rêver un jeune en lui disant tu seras rémunéré au SMIC pour faire un week-end sur 2 ou un week-end sur 3 et sans intéressement ou sans possibilité d'évoluer. Je veux dire, c'est compliqué aujourd'hui. Je veux dire, alors on voit bien dans les fermes qui arrivent à fidéliser un peu de main d'œuvre. Alors il n'y a pas que le salaire, mais il y a aussi le sens qu'on peut donner au système qu'on met en œuvre au quotidien, mais la partie salariale, elle est quand même importante et ça reste le nerf de la guerre pour rémunérer des compétences et réussir à développer un atelier vers les objectifs qu'on s'est fixés en équipe. Donc, pour ramener tout ça à l'arbre, quand tu es arrivé et qu'il y a eu ce virage dans la stratégie et ce virage vers l'agroécologie, quel rôle occupait l'arbre et comment il a été utilisé comme un outil ou qu'est-ce qui a évolué et quelle a été sa place dans cette transition agroécologique, mais aussi au niveau économique? En fait, c'est le fait d'avoir désintensifié l'atelier laitier, hein. Le fait d'avoir baissé le niveau de productivité, en fait, on a augmenté le nombre de vaches en parallèle pour garder un niveau de lait produit par an à peu près similaire, mais avec un nombre de vaches plus important. Et donc, il nous fallait un petit peu de surface supplémentaire, hein, forcément, surtout quand on veut pas avoir recours au concentré. Et donc, on s'est dit, il y a une douzaine d'hectares qui sont moins bien valorisés, ce sont les vergers bastiges. Et ces vergers bastiges-là l'herbe était broyée auparavant. Peu pâturé. Il y avait une petite troupe de moutons expérimentale qui pâturait un petit verger d'1 hectare, mais autrement, les bovins n'intervenaient pas du tout dans les vergers bastiges. Et donc, on s'est dit, on va essayer, on va tenter notre chance et on va regarder ce que ça donne sur la même logique qu'un pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire avec un temps de séjour très court, avec un chargement élevé, en fait, pour que les bovins qu'on met dans le verger bastige s'intéressent à l'herbe avant de s'attaquer aux branches ou au feuillage, quoi. Et en fonctionnant comme ça, c'était plutôt encourageant et engageant, puisque on s'est aperçu qu'il y avait un petit peu alors je l'ai dit tout à l'heure, de taille zootechnique, c'est-à-dire les branches les plus basses étaient un petit peu attaquées par les bovins. Autrement, il n'y avait pas de problème d'écorçage, beaucoup moins qu'avec les moutons. C'est-à-dire qu'on avait régulièrement des problèmes d'écorçage avec les moutons, alors que nous n'en avions pas avec les bovins. Et surtout, la valeur ajoutée globale, parce que si vous cumulez les pommes qui sont produites dans ce verger bastige, l'herbe que vous n'avez pas broyée, le lait que vous avez produit sur cette surface qui a été transformé en fromage, finalement, la valeur ajoutée à l'hectare
d'un verger bastige pâturé par des vaches laitières pour produire des AOP et des AOC, c'est relativement rentable, puis même en prenant en compte peut-être la moindre productivité du verger, légèrement, sachant qu'il y a de l'alternance, donc il y a des années on était assez opportuniste, hein. C'est-à-dire que l'année où c'était chargé en pommes, on était plus vigilant à partir de la mi-juillet, c'est-à-dire que là on mettait des catégories d'animaux, soit des petites génisses ou des petits veaux même, hein, auxquels on amenait du lait, c'est-à-dire des veaux de 3 semaines, 1 mois, ou des génisses de moins d'1 an, pour justement qu'elles ne mangent pas les pommes, parce qu'un gros bovin, une vache, dans des pommiers bien chargés, je veux dire, elle mange l'herbe au début, mais elle aime bien les pommes aussi, et donc ça nous interdisait un petit peu les années où l'alternance était en notre faveur, c'est-à-dire avec beaucoup de fruits. On arrêtait le pâturage des vaches laitières fin juillet, début août, pour le reprendre après la récolte en octobre ou en novembre, après la récolte, en fonction de la maturité des fruits. Et l'année où l'alternance était en défaveur pour nous, c'est-à-dire qu'il y avait peu de pommes, là pour le coup on pâturait exclusivement avec des vaches laitières, quoi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on s'est amusé à mettre un thermomètre pendant les périodes de sécheresse, hein. Même en Normandie il y a de la sécheresse, alors c'est pas la même que dans le sud, mais il y a des périodes un peu chaudes, et on gagnait 8 à 10 degrés sous les arbres par rapport à une température en plein soleil, quoi. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on continue, qu'on poursuive, qu'on persévère dans cette voie. Et alors les vergers haute tige étaient classiquement pâturés, hein. Il y avait des vergers haute tige ceux-là ont toujours été pâturés. Il y a une chose à prendre en compte quand même quand on associe des animaux avec des vergers, notamment des pommes, c'est que, surtout dans un système herbager, c'est qu'à une période où on aurait besoin de beaucoup d'herbe, c'est-à-dire pour tourner plus lentement et pas faire d'accélération à contretemps, et respecter les temps de repousse de l'herbe, c'est-à-dire en juillet-août, là où les temps de repousse sont les plus longs, c'est là où on devrait donner le plus de surface aux animaux, et c'est là où parfois on est un petit peu contraint d'en donner un petit peu moins pour préserver les pommes. Donc tout ça, c'est des choix qu'on faisait en fonction des vergers, des pommes, de l'année, de la production laitière, de la production de pommes, et puis aussi du commerce aussi, hein, de savoir si on était prêt à... À chaque fois, c'était toujours une affaire de compromis, hein. Dès l'instant où on complexifie le système, c'est aussi des choix à assumer pour gérer cette diversité au sein d'une même parcelle, quoi. Mais c'est vrai que ce qui était important, j'avais tendance à dire au niveau du système global, c'est-à-dire que de faire en sorte que toute surface de la ferme, et quand je dis toute surface, c'est les surfaces de la SAU ou les surfaces aussi non agricoles, c'est-à-dire les abords des bâtiments, des choses comme ça, que toute surface de la ferme soit au service du projet global de la ferme, quoi. Et là, l'agroforesterie, elle prend tout son sens, quoi. Y compris les 10 hectares de bois où il y avait des projets. Alors, c'est compliqué parce qu'après, ça nous arrivait de mettre une clôture et d'allouer une petite partie du bois. Mais je veux dire, on peut pas tout faire. Je veux dire, on peut pas gérer un bois comme un bois où il y aurait pas d'animaux et intégrer des animaux dans un bois et vouloir que ça se régénère comme un bois où il n'y a pas d'animaux, quoi. Donc, au bout d'un moment, il y a forcément des choix à faire et choisir, c'est renoncer, quoi. Donc, dès l'instant où on fait ses choix, on accepte quelques renoncements, et puis si c'est dans l'objectif global et dans les finalités qu'on s'est fixées en équipe, c'est tout bien, quoi. Ça ne peut être que mieux pour gérer le système et pour atteindre des performances économiques, sociales, environnementales qui nous paraissent importantes quand on parle d'agroécologie. Et donc, du coup, il y a eu aussi la décision de planter des nouveaux vergers avec une conception toute particulière et un choix d'essence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'approche que vous avez eue par rapport à ça? Donc, l'approche du verger qu'on a qualifié d'agro-arbo-api forestier, en fait, il y a une trentaine de ruches en abeilles noires aussi, hein, donc une race locale d'abeilles sur la ferme, qu'on a redéveloppée, en fait, hein. On a refait un petit rucher, et il y a une miellerie collective aussi sur le lycée, avec d'autres apiculteurs. Et donc, on s'est dit, on voulait vraiment développer la partie pomme en préservant aussi l'aspect pâturage des vaches laitières. Et donc, il y a un îlot de 17 hectares qui était exclusivement en grande culture auparavant, essentiellement maïs-blé, hein, donc ou maïs sur maïs, qu'on a rendu accessible en créant des chemins et en amenant des points d'eau sur cette zone-là.
Et donc on s'est dit, il faut à tout prix il y avait des haies, mais qu'on montre un petit peu une parcelle un peu témoin, mais une parcelle qui serait implantée avec les contraintes d'aujourd'hui. Et puis en pensant aussi pour les 20 ou 25 ans à venir, la parcelle en fait elle a été implantée en 2020, oui. En fait on a fait des blocs, c'est-à-dire qu'on a tous les 100 mètres on a fait un bloc de 3 lignes de pommiers, des lignes de pommiers qui ont été implantées en quinconce. Je pense qu'il y aura des plans qui pourront vous être fournis, il y a un plan global de cette parcelle. Et donc avec des plantations en 10 par 10, c'est-à-dire 10 mètres par 10 mètres, 10 mètres sur le rang et 10 mètres entre chaque rang pour les 3 lignes de pommiers. Donc des pommiers haute tige qu'on a fait greffer. Alors c'est des greffons qu'on a récoltés. On a la chance d'avoir un verger conservatoire sur Merval. Donc on a récolté des greffons de variétés anciennes. Parce que dans la même logique de se différencier sur les produits, on souhaitait aussi remettre des variétés un petit peu au goût du jour pour avoir des produits qui soient différents. Parce que notre but, comme on est une petite structure, c'est vraiment de produire des choses qui soient différentes, que ce soit au niveau jus de pomme, cidre, pommeau ou calvados, et y compris du lait à l'herbe. Donc 3 lignes de pommiers en quinconce, en 10 par 10, et entre ces blocs de pommiers, à 40 mètres d'un bloc de pommiers, donc entre deux blocs de pommiers, en gros, il y a 80 mètres entre deux blocs de pommiers, et en plein milieu de ces deux blocs de pommiers, il y a une ligne d'essence mellifère. Donc avec des essences mellifères qui ont vocation à fournir du nectar en gros de février à décembre. Donc on a pris pas forcément des essences locales pour le coup, pour la partie essence mellifère, puisque on a pris du Coelretaria, du Tétradium, donc c'est de l'arbre à miel, du châtaignier, donc plus local, du sorbier des oiseleurs, bref une dizaine d'essences différentes comme ça, mais surtout avec la logique d'avoir des floraisons étalées sur l'année pour fournir du nectar aux pollinisateurs, en gros de février à décembre. Donc parce que le pommier fleurit bien, mais fournit pas énormément de nectar. Par contre, les abeilles sont bien utiles au verger pour les polliniser. Mais en termes de quantité de miel produite sur des pommiers, c'est pas forcément là où on fait le plus de miel, quoi. Donc là, cette parcelle, en fait, elle s'est voulue un petit peu avec une approche vraiment globale, qui, justement, où on retrouve un petit peu toutes les productions qu'on réalise sur la ferme. Et en haute tige pour simplifier aussi le pâturage, parce que je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais le pâturage des basses tiges, ça demande un peu plus d'attention quand même. Et donc pour protéger nos arbres, on a fait le choix de la clôture électrique, et donc on a mis des piquets en T, c'est-à-dire que le tuteur est mis proche du pommier, et on a percé le tuteur en fait perpendiculairement pour passer un piquet fibre et donc mettre des isolateurs de chaque côté du piquet de fibre. Ça a l'avantage d'être réglable en largeur, donc on peut vraiment faciliter le pâturage des animaux quasiment jusqu'au pied de l'arbre sans intervention mécanique. Et quand les houppiers se développent, on peut écarter la clôture électrique pour que les animaux n'aillent pas forcément consommer les houppiers qui sont en cours de développement en attendant que les arbres aient atteint leur taille adulte, quoi. Donc énormément d'avantages. Alors un petit peu de temps à consacrer à la conception, parce que la clôture électrique comme ça, on voulait que ce soit pérenne, et donc on est en clôture fixe, en high tensile. Et en fait, on a voulu aussi, les points d'eau en fait sont disposés en plein milieu de chaque bloc de pommier, et on souhaitait que les points d'eau, il n'y ait pas de courant électrique trop proche des points d'eau, pour pas que les animaux, comme on laisse les cornes, pour pas qu'il y ait des dominantes qui aillent chasser des dominés dans un coin de clôture électrique proche de l'eau, parce que quand il y a de l'eau et du courant électrique, il n'y a rien de tel pour en termes de courant parasite, et pour donner des courants aux animaux, c'est pas top en termes de bien-être animal, quoi. Donc on voulait vraiment que les animaux puissent faire le tour du point d'eau intégralement, même quand elles pâturaient le bloc de pommier. Et donc pour ce faire, en fait, on a enterré des clôtures électriques avec des gaines, sur des longueurs, alors au niveau des tournières, au niveau des fourrières, pour ne pas avoir à démonter, même quand on fauche ou tout ça, il n'y a pas de clôture à démonter, et y compris au niveau les lignes sont discontinues au niveau du point d'eau, et donc pour passer sous le point d'eau et puis donner accès aux parcelles à droite et à gauche de chaque bloc de pommier, il y a des clôtures électriques enterrées qui nous permettent de vraiment gérer le pâturage tournant. En fait, aujourd'hui, ce sont les lignes d'arbres, les lignes de pommiers, qui nous aide à gérer le pâturage tournant dynamique, puisque on alloue, en gros, souvent on fait du pâturage 12 ou 24 heures sur cette parcelle-là, parce que c'est hyper simple et pas fastidieux du tout, du coup,
parce que comme il y a du courant électrique partout, ça nous permet de recloisonner très facilement et puis de compter très facilement aussi les surfaces données. Pas besoin de GPS ou de high-tech, on compte le nombre d'arbres mesuré par la largeur et ça nous donne une surface assez proche de la réalité pour allouer une surface pour un nombre de vaches donné, quoi. Et du coup, l'espacement entre les lignes, vous vous êtes plutôt basé sur le système de pâturage préexistant ou plutôt sur la largeur des machines pour faucher? Enfin, qu'est-ce qui vous a un petit peu guidé pour décider de l'espacement? Alors, les vieux vergers, il y a un verger haute tige à Merval qui a été implanté dans les années 80. Celui-ci, il est planté, alors il n'est pas en quinconce, hein, il est vraiment en ligne en 12 par 12. Et on s'aperçoit en fait que en 12 par 12, on valorise pas forcément les houppiers, valorise pas forcément tout le soleil qu'il peut y avoir à prendre au niveau des houppiers. Et pour mécaniser, c'est pas forcément plus simple. Alors que en quinconce, comme ça, ça permet d'avoir des houppiers légèrement décalés avec la ligne du milieu. Et en 10 par 10, nous, je sais qu'on avait un combiné de fauche en 6 mètres de large et puis une faneuse de 9 mètres de large. Et ça permettait vraiment de gérer des passages en une fois entre les lignes d'arbres. Alors, c'est vrai qu'on va pas se mentir, hein, ça reproduit quand même un effet bordure, donc ça demande un peu plus d'attention à chaque fois qu'on fauche, à chaque fois qu'on fane, à chaque fois qu'on endaine, parce que il y a des clôtures tout proches, et donc ça reproduit un peu ça quand même. Mais sachant que c'est les blocs de pommiers, on essayait autant que faire se peut de prioriser le pâturage plutôt que la fauche, mais de temps en temps pour gérer notamment les vivaces, surtout en agriculture bio, tout ce qui est rumex, chardon, on essayait de passer la faucheuse partout une fois par an, quoi. Que ce soit pour faire une récolte réelle ou du topping ou des choses comme ça. C'était très rare, on fauchait pas de refus, donc on essayait vraiment de gérer les choses pour soit faire du stock ou pâturer correctement. Et donc, c'est vrai que cette plantation-là, elle a été faite notamment par rapport à la mécanisation. Et d'ailleurs, on avait pris l'aide d'un géomètre pour faire des belles perpendiculaires à la parcelle. Parce qu'au départ, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes avec le téléphone, mais c'est pas assez précis. Et donc, on a pris l'aide d'un géomètre. Ça nous a coûté un bon millier d'euros à l'époque pour nous implanter vraiment chaque ligne. Et après, c'est vraiment un confort de travail à la plantation, quoi. Parce qu'à la plantation, on a fait des fosses quand même importantes. Comme on était sur des fruitiers qui avaient une valeur. Alors nous, on avait récolté les greffons, on avait fourni les greffons pour que ce soit un pépiniériste qui les greffe. Donc ça nous avait, on récupérait les pommiers pour 28 euros hors taxe à l'époque. Donc on voulait pas un minimum de perte et on voulait pas arroser, quoi. Alors on a eu de la chance parce que on a planté relativement tôt, c'est-à-dire en décembre. Toute la parcelle était plantée avant Noël quasiment. Et on a fait des fosses de 80 par 80 par 80. Donc des fosses assez généreuses où on a évité de mélanger les oridons du sol, c'est-à-dire on n'avait pas de dent bécaire, mais on a travaillé un petit peu comme si on avait une dent bécaire avec un tout petit godet pour vraiment remettre en fait les horizons du sol comme ils étaient placés initialement. Et puis ameublir un peu aussi, parce que le pommier ça a des racines traçantes et on voulait vraiment que les racines n'aient pas de mal à descendre en profondeur. Et surtout on a tendance à l'oublier, mais une prairie, en fait, l'herbe ça concurrence énormément les jeunes fruitiers, quoi. Je veux dire, quand on a de l'herbe, par exemple de l'herbe de fauche, je sais pas moi, qui va mesurer 80 cm à 1 mètre de haut, quand ça commence à se lignifier un peu et tout ça, ça consomme une quantité d'eau assez importante et ça pénalise forcément l'arbre. Donc en fait, pour pallier à ça, on a fait des fosses importantes, des fosses généreuses. Et puis, dès février, en fait, alors comme je vous ai dit qu'on essayait de faire en sorte d'avoir une économie circulaire au niveau de la ferme, de faire en sorte que le déchet d'un atelier soit utilisé par un autre. Donc, par exemple, le lactosérum de la fromagerie est utilisé en biocontrôle sur les pommiers. Et le bois de taille des vergers ou des haies était mis en plaquettes et utilisé en litière pour les animaux l'hiver. Donc, cette litière enrichie, en fait, ça donnait une sorte de mulch, un mélange un petit peu bois-plaquette, paille et excréments d'animaux. Et tout ça, on laissait composter un petit peu. Et comme on mettait plus de maïs,
comme il y avait 0 maïs sur la ferme, mais qu'il y a eu du maïs auparavant, il nous restait un godet distilleur. C'est l'avantage d'avoir fait du maïs à une époque. Et ce godet distilleur, en fait, on s'en servait pour prendre ce mulch-là de bois plaquette, paille enrichie en azote et en excréments, hein, du coup. Et on distribuait relativement rapidement, en fait, au pied de chaque arbre, une quantité de mulch assez importante pour limiter l'évapotranspiration, limiter l'enherbement, et puis surtout ne pas avoir un paillage qui provoque des fins d'azote pour l'arbre, quoi. Ça nous semblait intéressant, c'est-à-dire on voulait pas de bâches, pas de choses comme ça. Et en fait, la mise en œuvre, pour vous donner une idée, hein, la parcelle, il y a entre 600 et 700 arbres, donc plutôt des hautes tiges, hein, y compris avec les essences mellifères. Et pour vous donner une idée, faire cette chose-là avec un godet distilleur, si le tas est dans la parcelle, une personne toute seule, c'est une demi-journée, quoi. Donc ça reste relativement raisonnable pour limiter l'enherbement, enrichir finalement au pied de chaque arbre pour un bon développement. Et donc on a trouvé que c'était quelque chose qui fonctionnait plutôt bien, quoi. Ce mulch enrichi. Ça a été efficace combien de temps avant que le mulch se dégrade et laisse passer les mauvaises herbes ou la compétition? Quasiment 1 an, c'est-à-dire qu'on en met une fois par an, en fait, à chaque sortie d'hiver, en février-mars. On met, mais alors quand je dis qu'on met, on met 30 à 40 cm d'épaisseur, quoi. Quand on est sur des sols où il y a des prairies temporaires de longue durée et tout ça, où il y a quand même pas mal de vers de terre, où ça vit pas mal, ce mulch-là, il est vite digéré quand même, quoi. Mais par contre, pas d'enherbement et vraiment une structure un peu sol de forêt au pied de l'arbre. Ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, que nous, on a trouvé bénéfique pour le développement de l'arbre au début, pour la non-concurrence, et puis pour gérer aussi, parce qu'une fois par an, on passait un petit broyeur d'accotement ou un satellite sur la ligne, et ça nous permettait que ce soit relativement propre aussi sur le rang, une fois par an, quoi, ce mulch-là. Et donc les résultats en termes de croissance ont été satisfaisants, enfin vous étiez content de l'implantation du verger? Oui, on a été content. Le taux de reprise, on a remplacé une dizaine d'arbres sur les 650 qui ont été plantés, donc c'est peu. Notre grande chance aussi, c'est que l'été qui a suivi la plantation, il a plu beaucoup. Et ça, c'était quand même parce qu'on s'était dit qu'on était prêt à prendre, alors soit prendre un jeune, c'est-à-dire prendre un saisonnier pour aller arroser les parcelles avec une tonne à lisier. On a la chance d'avoir un étang donc, avec des sources et tout ça, donc on aurait pu pomper de l'eau un petit peu et arroser nos pommiers. On n'a pas eu besoin de le faire. Je pense que c'est le cumul de toutes ces pratiques, hein, d'avoir fait des fosses qui soient relativement généreuses, d'avoir mis ce mulch, d'avoir eu la pluie aussi quand même avec nous l'été, et tout ça cumulé fait qu'il y a eu un excellent taux de reprise et puis un bon taux de développement des arbres, quoi, qui sont vraiment bien développés et qui ont fait des belles branches dès le départ, quoi. Notamment au niveau des charpentières qui étaient finalement les greffons qui ont été mis pour faire les futures charpentes des hautes tiges, quoi. Et ça, c'était une compétence qu'il y avait déjà en interne, puisqu'il y avait déjà des gens qui s'occupaient des vergers. Donc, quelque part, vous aviez déjà tous les éléments techniques pour mettre ça en place avec l'équipe existante, ou est-ce que vous avez dû faire appel à des techniciens ou à des ressources en dehors de la ferme? On n'a pas trop fait, c'est vrai que... Alors après, moi, de mon expérience à Nancy, Pixarico, on avait planté 26 hectares en agroforesterie. Il y avait des erreurs, entre guillemets, que je voulais plus faire. Par exemple, pour la protection, on avait mis des clôtures de chaque côté. Donc on avait des piquets de chaque côté de la ligne d'arbres. Et donc à chaque fois qu'on devait entretenir, on devait tout démonter. Et j'avais dit, si un jour je replante des arbres, et à tous ceux qui venaient nous visiter, je dis surtout si vous plantez des arbres, mettez des piquets en T, c'est tellement confortable après pour l'entretien et puis même pour la gestion de l'écartement par rapport au rang quand on a des petits arbres et des arbres plus grands qui se développent, ou si on souhaite mettre des essences de bourrage par la suite, et ben au moins ça permet de réécarter la clôture électrique et de laisser le temps aux essences de bourrage de se développer. Donc je trouve que c'est vraiment un bon compromis ce piquet en T là. Je trouve que c'est comme ça qu'il faudrait faire dès l'instant où il y a des animaux, et même s'il n'y a pas d'animaux, j'ai envie de dire, même si souvent on protège comme ça quand il y a quand même du pâturage bovin, ovin ou des choses comme ça. C'est pas beaucoup plus coûteux finalement qu'une clôture classique, puisqu'on sert des tuteurs qui pour les fruitiers notamment là, et après un piquet fibre classique, hein, voilà.
Donc 2 isolateurs de chaque côté et c'est plutôt efficace. C'est plus efficace d'ailleurs les lignes du milieu dans notre projet. Les lignes, vu que je vous ai dit qu'il y avait des blocs de 3 lignes de pommiers, les lignes du milieu, pour éviter d'avoir une clôture électrique et que ça fasse un effet trop couloir pour le pâturage, ça aurait fait un couloir de 10 mètres de large. Hein. Pour 110 vaches, c'est un peu court. Donc, par contre, un couloir de 20 mètres de large, ça, on pratique et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que la ligne du milieu d'arbre est protégée avec des corsets métalliques. Et les corsets métalliques, alors c'est efficace aussi, mais les animaux ont quand même tendance à se frotter. On a un petit peu de casse des fois de branches en développement, chose qu'il n'y a pas avec la clôture électrique, quoi. Si la clôture électrique fonctionne, je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment assez efficient et en plus, ça nous aide à gérer le pâturage tournant, quoi. Donc ça, la protection des arbres, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même important. C'est dommage de planter, surtout quand on est sur des fruitiers ou des essences mellifères. Je veux dire, on est quand même sur des coûts de plan qui sont quand même non négligeables. Hein. Je vous ai dit 28 € hors taxe pour les pommiers. Sur les mellifères, ça allait de 8 à 30 € par pied. Donc je veux dire, quand on décide d'investir ça, nous le coût global du projet là pour les 17 hectares, il y a eu 12-13 000 € de plan fruitiers et essences mellifères. On a loué une mini-pelle une semaine, donc voilà, après ça c'est 1 millier d'euros en gros. Et puis toute la partie clôture électrique, on est alors je l'ai pas fait au mètre linéaire, mais sur les 17 hectares en gros si je calcule rapidement, on est à peu près il y a 5 blocs, il y a une quinzaine de kilomètres de clôture en gros. Et en coût de clôture, on devait être entre 4 à 5 000 € pour tout, pour vraiment tout protéger. C'est-à-dire tuteur, je compte les tuteurs là-dedans, corset métallique et puis piqué en fibre pour traverser perpendiculairement les tuteurs pour protéger, quoi. Je pense que c'est important de ne pas négliger la protection quand il y a des animaux dans un système agroforestier, quoi. Mais que ça reste simple, quoi. C'est-à-dire, nous, il n'était pas question, vu la quantité d'arbres, par exemple, qu'on mette 3 piquets avec du grillage à moutons, plus du barbelé ou enfin, on voit. Après, il y a en fait, techniquement, il y a plein de choses possibles, hein. Mais comme nous, on fonctionnait déjà en clôture électrique, ça nous semblait le plus simple de continuer comme ça, quoi. Mais puisque tu parlais du côté économique, de ce que ça coûte, ça fait une bonne transition sur l'idée d'investissement et aussi un peu de temps long, puisque l'eau-tige, c'est bien sûr une production qui va mettre plus de temps à être prête et à produire. Donc, je me pose la question, comment est-ce que ça, vous l'avez raisonné sur la ferme et comment est-ce que vous avez réussi un petit peu à l'échelonner pour pouvoir répondre à la problématique de flux de trésorerie qu'on peut avoir, puisque le retour est assez lointain. Ouais. Alors en fait, l'atelier cidricole a été longtemps, au niveau commercial, je parle, un peu compliqué, quoi. Et on a fait le pari de trouver des clients, d'étoffer un petit peu la gamme, c'est-à-dire d'aller sur des calvados un petit peu atypiques, c'est-à-dire notamment la notion de brut de fût, des choses comme ça, c'est-à-dire des calvados qu'on met en bouteille, par exemple à 60 degrés, à 56 degrés, tels qu'ils sont dans le fût, en fait, sans être filtrés et sans être réduits à 43 degrés. Et ça nous a aidé à développer la clientèle, hein, globalement. D'ailleurs, on exporte un peu aux États-Unis depuis qu'on fait ça. Donc c'est une petite fierté parce qu'il y avait essentiellement des ventes en local et cette partie juste pour... Enfin, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Après, c'est vrai que les fromages, tout ça, sont relativement vendus en métropole et puis localement. Mais l'agroécologie, pour moi, c'est pas forcément non plus... autonomie, c'est pas autarcie, quoi. C'est pas s'enfermer sur soi-même non plus. Et le fait d'avoir trouvé ce débouché américain, ça nous a permis de vendre davantage de volume de Calvados et donc de développer l'atelier cidricole. Et on s'est dit, comme ça marche plutôt bien, il faut faire les choses aussi quand ça marche plutôt bien. C'est-à-dire, pour être très concret, hein, on est passé de 100 000 € de chiffre d'affaires sur l'atelier cidricole à 230 250 000 € de chiffre d'affaires en 2-3 années.
Donc c'était plutôt encourageant aussi. Et en fait, on avait plutôt des problèmes où on pouvait pas fournir certains clients. En gros, on en était arrivé là, faute de volume. Et donc, on voulait pas faire du volume non plus coûte que coûte et à tout prix. Ça, c'était une condition sine qua non, quoi. Pas de coûte que coûte, loin de là. Par contre, produire des pommes dans une logique durable avec le pâturage, ça oui. Et donc, on s'est dit, quitte à produire des pommes, et pour justement, en fait, les interactions techniques, c'est-à-dire le fait de mettre des vergers dans des surfaces qui étaient uniquement pâturées ou uniquement en culture auparavant, ça amène forcément des interactions techniques, puisque les personnes qui travaillent plus sur l'atelier lait font plus attention aux arbres, et les personnes qui sont plus sur la partie cidricole s'intéressent plus aussi à la partie zootechnique, puisque des fois, parfois, au début, on se fait un peu peur, et tout le monde, du coup, se rend compte sur ce terrain agroforestier, y compris les abeilles, donc y compris nos collègues qui s'occupaient de l'apiculture sur la ferme, et tout ce monde-là se rencontre, et finalement, on s'aperçoit que les interactions techniques amènent des interactions humaines tout à fait intéressantes, quoi, et qui aident à aller encore plus loin, à parfaire le système en permanence, quoi. Que ce soit sur des choix de protection, sur des choix techniques de pâturage, de prix, à quoi on donne la priorité, aux pommes, à la pâture, telle ligne, tiens, il y a des pommes véreuses, est-ce qu'on pâturerait pas quand même une fois avant pour faire évacuer les pommes tombées au sol et faire gérer un petit peu sanitairement la partie pomme. Voilà. Enfin, tout ça, c'est simplifié grâce à la complexité d'un système, quoi. Et ça, c'est quand même plutôt noble d'un point de vue, si on raisonne un peu holistiquement, globalement les choses, c'est quand même relativement intéressant, quoi. Et donc, on a financé ça. On a eu la chance, en fait, dans le Pays de Bray aussi, on a eu, faut le souligner quand même, parce qu'on a eu une aide, on a eu des fonds leaders, en fait, qui nous ont aidés aussi à financer une partie du projet, parce que dans le Pays de Bray, en fait, il y a un PETR, un pôle d'équilibre territorial et rural, qui finançait des actions au niveau agricole, hein, qui aussi bien chez des agriculteurs lambda que nous, fermes de lycée agricole. Et donc, en fait, on y a associé en fait la création la rénovation plutôt d'une miellerie collective, donc des gros travaux au niveau apiculture, quoi. Un stockage aussi pour nos propres ruches et puis pour pouvoir travailler avec les jeunes. Et puis cette partie plantation, alors ce qui a été pris en charge, c'est notamment les plants. Après, tout ce qui est protection, c'est nous qui avons financé, nous-mêmes. Enfin, c'est vrai, t'as raison quand tu dis c'est du très long terme. Après, en fait, on en parlait régulièrement entre nous. Est-ce qu'on a bien fait de mettre ces variétés-là? Est-ce qu'on a bien fait de faire comme ça? Parce que en fait, sur la ferme, on est toujours habitué sur cette ferme à gérer 2 pas de temps différents. Vous produisez du lait, 12 jours après, vous vendez un fromage. Vous plantez un haut de tige, 12 ans après, vous récoltez des pommes. Et 20 ans plus tard, vous dégustez un Calvados 20 ans avec ces pommes-là. Donc, il y a un pas de temps de plus de 30 ans, quoi. Mais finalement, on se dit que nous, aujourd'hui, on s'est adapté, on valorise le travail qui a été fait par nos prédécesseurs dans les années 80, des gens qui ont planté des pommiers en 83, 84, et notamment les hautes tiges. Et on se dit que finalement, nos successeurs, je pense qu'ils s'adapteront et que le système, il est aussi évolutif, quoi. Je sais pas, si jamais il fallait supprimer la ligne du milieu pour la mécanisation, ils la supprimeront. Si jamais il fallait gérer différemment, ils géreront différemment. Enfin, je pense que si vraiment l'objectif c'est toujours de pâturer et de récolter des pommes dans 15 ans, ce sera facilité par la mise en œuvre de ce qu'on a fait. Si les objectifs ont évolué, je pense que ce sera quand même évolutif. Et d'ailleurs, cette année, dans cette parcelle, notamment entre les blocs de pommiers et les essences mellifères, il y a un métaïgrain qui a été semé, pardon. Donc, ce métaïgrain, il n'est pas pâturé, il a vocation à être récolté en grains, donc moissonné. Et donc, c'est permis parce qu'on s'est laissé aussi l'aisance d'avoir 40 mètres entre la ligne d'essence mellifère et les pommes. Pour justement ne pas avoir toute la surface en pommier et être coincé pour pâturer en plein été quand on a besoin de davantage de surface. Donc tout ça, on a essayé de réfléchir ça globalement
Non. Et après, cette histoire de long terme où finalement on est malin qu'après, hein, j'en ai aucune idée de savoir si on a fait les bons choix de variété, est-ce qu'on vendra encore autant de Calvados dans 20 ans, est-ce qu'il y aura toujours la même quantité de fromage, est-ce qu'il y aura toujours du cidre, est-ce qu'il y aura toujours du jus de pomme, enfin, ça fait beaucoup de si en fait, mais toujours est-il que dans tous les cas, cette parcelle-là, elle pourra produire de la valeur ajoutée de manière substantiellement davantage que si on avait séparé verger et pâture. Oui, et puis qu'il y ait aussi des multiples avantages, parce que quelque part, même si les pommiers ne produisaient pas de pommes, parce qu'il ne sera pas le cas, ils feront de l'ombre pour les bêtes. Et, enfin, dans tous les cas, ils apporteront quelque chose à un atelier ou à un autre de cette manière-là. Mais en t'écoutant, je me demandais, en termes de temps de travail, du coup, comment est-ce que vous avez réparti ça? C'est-à-dire l'entretien du verger, enfin, ou des arbres une fois plantés. Vous avez considéré que ça faisait partie de la partie verger, Oui. que c'était quelque chose qui était géré par ces équipes-là? Ouais. Alors, la partie de taille, notamment taille de formation, c'est vraiment la partie verger. Tout ce qui est entretien du rang, finalement, c'est la partie vache laitière. Pour que, en gros, pour que le courant passe bien dans les fils, il faut gérer aussi les clôtures, et du coup, c'est plutôt les collègues de la partie production laitière qui s'occupent des protections électriques sur les vergers, quand c'est des protections électriques. Et puis, et après, plus globalement, c'est les uns ou les autres en fonction du temps disponible sur la partie mulch, sur la partie s'il faut intervenir plus spécifiquement. La chance qu'on a, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé quand on a planté, c'est que dans une équipe comme ça, on peut, alors pas tous les jours, hein, mais certains jours, on peut libérer 6, 7 personnes, on va dire de 9h à 16h, sur une même activité, quoi. Alors pas tous les jours, hein, mais quand on veut le faire, on peut le faire, et ça donne une force de frappe quand même assez puissante, un collectif, la force du collectif, quoi. La question que je me posais, c'est, enfin, moi j'ai bien compris qu'au niveau pratique, ça a très bien marché le côté mulch avec la litière, ça a très bien marché aussi la protection des arbres avec un T. Est-ce qu'il y a d'autres retours sur des succès ou peut-être des difficultés que vous avez eues sur cette phase d'implémentation du verger? Non, les difficultés, c'est essentiellement quand même les lignes en corset métallique. Alors difficulté, ça va encore, hein, c'est pas complètement ravagé, mais il y a des petits accidents réguliers quand même. Donc on fait attention maintenant En fait, les accidents, pour être complètement transparent, ils se produisent quand on a tendance à faire un petit peu trop raser les vaches, quoi. C'est-à-dire que quand on veut faire râper pour une bonne gestion du pâturage, quand on veut faire une sortie, on va dire en dessous de 5 cm à certaines périodes, et c'est à ces moments-là où de temps en temps, il peut y avoir un petit peu de vaches qui s'intéressent aux pommiers. Donc maintenant, aujourd'hui, on n'a pas forcément, si on souhaite faire sortir à une hauteur assez basse, à une hauteur d'herbe assez basse, on va avoir tendance à être vigilant et surtout à pas hésiter à traire les vaches une heure plus tôt. Par exemple, si on les a mis en journée, s'il faut traire une heure plus tôt parce que finalement c'est râpé, vers 16h c'est râpé, on traite un peu plus tôt et puis c'est tout. Et inversement, si c'est pas râpé pour éviter de les remettre le lendemain matin et qu'elles recafouillent au pommier, traire un peu plus tard si jamais la parcelle n'est pas complètement terminée, quoi. Donc ça, on a cette souplesse-là parce qu'on est sur des animaux à faible productivité. Donc, Et toute la problématique des campagnols ou des rongeurs, ça n'a pas trop été un souci lié, par exemple, au fait de pailler ou quoi que ce soit? Non, alors beaucoup moins que dans notamment les vergers bastiges qui n'étaient pas pâturés auparavant, où il y avait régulièrement des soucis de campagnols. Je veux dire, on a beau mettre des perchoirs pour les rapaces, des nichoirs, des choses comme ça. Le fait qu'un verger soit pâturé, donc c'est-à-dire en gros, les pattes des animaux perturbent les galeries de campagnols ou les choses comme ça, quoi. Et donc, on n'est pas embêté. On va dire que c'est pas un souci dans notre cas, quoi. Oui, donc Bertrand, en t'écoutant, on a vraiment l'impression d'avoir un système très abouti, très complet, très complémentaire dans les interactions et qui a vraiment du sens sur la ferme. Mais il y a une chose qui pose question, c'est que vous avez une ferme
diversifié, avec beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de compétences complémentaires pour gérer justement ces interactions. Et la question que ça pose, c'est est-ce que sur une ferme plus spécialisée, avec moins d'actifs, moins de salariés, est-ce que ça te semble réalisable d'avoir des systèmes aussi intégrés? Donc, si je prends un exemple très concret, si je suis juste éleveur laitier et que je me pose une problématique autour de l'arbre, de la diversification, comment est-ce que toi, tu l'aborderais ou quels conseils tu pourrais apporter? T'as complètement raison, hein, c'est une question essentielle, hein, parce que il faut bien se rendre compte que nous, les arbres, finalement, les fruits des arbres, pour le coup, les pommes, on les valorise, quoi. Donc, on n'a pas du tout la même approche qu'un éleveur laitier qui voudrait faire de l'agroforesterie. Alors, si il souhaite y mettre des fruitiers, c'est du long terme. Et donc, soit avoir la capacité à mettre un petit peu de main-d'œuvre tous les ans, au moins pour la taille de formation et puis le suivi des arbres. L'implantation en tant que telle, j'ai envie de dire n'importe qui, dire avec c'est un peu un chantier, quoi. J'ai envie de dire avec soit en prenant un peu de stagiaires ou des voisins ou de la famille ou en prenant de la main d'œuvre même salariée temporairement. Je veux dire, si le chantier est bien implanté, planté, c'est pas le temps que ça prend. Pareil, tout ce qui est clôture électrique et tout ça, c'est un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est pas pire que de la clôture électrique quand on fait de la clôture, quand on clôture une parcelle ou quand on cloisonne des paddocks ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plus après un éleveur qui voudrait vraiment mettre des fruitiers, c'est pourquoi mettre des fruitiers, combien en mettre et comment je m'en occupe, quoi. Et qui va ramasser les fruits, parce que on avait un voisin qui était en bio depuis une trentaine d'années, là, pas très loin, toujours dans le Pays de Bray, là, à 6 km de chez nous, qui faisait du fromage aussi. Et il nous avait dit, quand j'étais jeune, j'ai planté une bonne centaine de pommiers, des variétés anciennes et tout ça. Il dit, bah ouais, j'avais 25-30 ans. Il dit, je pensais que j'allais faire plein de choses, puis j'arrive à 60 et finalement, je les ai jamais taillés, j'ai jamais rien fait là-dedans et je les donne à quelqu'un pour qu'il les récolte, quoi. Donc voilà, on est sur du temps long et ce qu'on pense aujourd'hui, quelqu'un qui aurait un projet comme ça avec des fruitiers, j'insiste, hein, faut y penser, surtout sur du haute tige, c'est 12 à 15 ans plus tard, quoi. Et 12 à 15 ans plus tard, quel sera le contexte? Est-ce que l'envie sera encore la même de transformer des fruits? Ou au contraire, est-ce que c'est pour préparer l'arrivée des enfants, des choses comme ça aussi, hein, justement, hein, je veux dire à juste titre, mais je pense que c'est quelque chose à avoir en tête. Après, si c'est des arbres mellifères ou des essences forestières ou des choses comme ça, où il n'y a pas forcément de récolte de fruits. D'ailleurs, nous, on s'amuse depuis qu'on a eu quelques formations avec Dominique Mention, d'ailleurs, à trogner un peu et puis surtout à faire du bois fourrage aussi, c'est-à-dire qu'on coupe un petit peu l'été des branches feuillues et puis on les donne à des lots d'animaux, quoi. Mais ça, c'est parce que on veut bien prendre puis parce que au niveau de l'équipe, Romain, Emilien, et ils sont motivés par ça et ça leur plaît de faire ça, quoi. Mais raisonnablement, je sais pas si c'est hyper rentable de le faire, quoi. Parce qu'en termes de matière sèche, après, faut pas voir ça non plus comme. Je pense que ça amène d'autres choses aussi en termes de vertu santé sanitaire au niveau du troupeau, quoi. Et puis ça permet en même temps, plutôt que de d'élaguer en plein hiver ou quoi, de gérer que les animaux profitent de la partie verte quand on le fait, quoi. Donc c'est aussi une sorte de valeur ajoutée renforcée. Et pour revenir par rapport au temps de travail, ouais, si le but c'est juste d'avoir de l'ombre et de laisser les arbres se développer, je veux dire le temps de taille de formation au début, je pense notamment à Nancy où on avait essentiellement des essences forestières, c'est pas non plus un temps énorme, mais c'est un temps à prendre en compte, c'est certain. Quelqu'un qui est déjà overbooké avec son troupeau et qui n'a pas le temps, vouloir faire ça sans penser ou prévoir de la main-d'œuvre supplémentaire, ce sera compliqué. Il y aura forcément. Alors, si c'est les arbres qui deviennent prioritaires, il y aura des choses peut-être sur le troupeau qui passeront à la trappe et vice versa, quoi. Donc, ou sinon prendre des prestataires, quoi, qui viennent ponctuellement.
Et y compris dans votre climat normand, donc qui est quand même pas un des plus chauds de la France, est-ce que ça se justifierait de planter des arbres et ce temps de travail et aussi bah, voilà, ce temps de réflexion par rapport à l'ombre et l'impact sur la production des laitières? Enfin, si tu étais juste en train de gérer l'exploitation laitière, ce serait quand même un truc sensé, quoi. Oui, complètement. Ah oui, oui, moi je reste convaincu. D'ailleurs, on le voit. C'est pas convaincu parce que être convaincu, c'est pas forcément avoir raison. Hein. J'avais souvent tendance à dire ça. On peut être convaincu et ne pas avoir raison. Mais donc je suis convaincu, mais aussi factuellement dans les Bastiges, notamment quand on a que ce soit des périodes de gel ou à l'extrême inverse des périodes de sécheresse, c'est-à-dire des extrêmes climatiques un petit peu, et ben l'herbe s'en sort mieux sous les arbres que là où il n'y a pas d'arbres. Et c'est d'ailleurs pour ça que les collègues ils ont en tête de développer un petit peu de bois fourrage et tout ça, mais en trognant des arbres pour aussi augmenter la part de ligneux dans le système agricole, quoi. Et faire de l'ombre, parce que l'ombre, c'est certain. Je veux dire, l'évapotranspiration qui est limitée. Dans les vergers, dans le vieux verger haute tige, les vaches laitières, mais elles rentrent pas en bâtiment, elles restent sous le verger parce qu'il y a un petit courant d'air, il y a 8-10 degrés de moins. Il y a une espèce de microclimat qui est hyper agréable. Et d'ailleurs, pour nous aussi, hein, quand on travaille en plein été, c'est bien plus sympa d'aller les chercher sous le verger haute tige que dans une parcelle où il n'y a pas un arbre. Hein. Il n'y a pas photo. Ouais, quelqu'un qui aurait une vision et une visée uniquement animale, c'est certain qu'il y a des vertus nombreuses à reconsidérer l'arbre dans le système agricole avec de l'élevage, quoi. Sans forcément que ce soit au détriment du temps de travail ou du temps à y passer. Il faut juste savoir que oui, il y a un petit peu de temps à y consacrer. Ce serait mentir de dire qu'il y a pas de temps à y passer. Mais je pense que c'est comme beaucoup de choses. Si une personne se lance dans ce type de projet ou de concept, je pense qu'il y a des valeurs derrière tout ça et que quand il y a des valeurs, on n'hésite pas à y mettre un peu de moyens, qu'ils soient financiers ou humains, pour faire les choses. Et au-delà d'y consacrer des moyens, je pense que c'est un investissement, quoi. Moi, je le vois comme ça. Nous, ce qu'on a fait, le but, c'est après, dans 30 ans, de vendre des calvados ou du cidre ou du jus de pomme qui soit un peu atypique et typique du terroir, justement. Et pour un éleveur qui n'aurait pas de transfo ou qui ne récolterait pas les fruits ou qui mettrait des essences forestières, le microclimat qui serait créé, que ce soit pour mettre de l'herbe ou avec des espacements entre lignes qui sont bien ajustés pour éventuellement mettre autre chose que de la prairie, notamment dans des visées à long terme, je pense que ce sera quelque chose d'important, aussi bien pour le stockage de carbone que pour le microclimat qu'il peut y avoir au pied de ces arbres-là. D'ailleurs, nous, au pied des fruitiers, hein, comme ça a tendance à avoir des racines traçantes, ce qui est prévu, c'est de faire un cernage dans les 4 à 5 ans qui viennent. En gros, de passer une dent de sous-soleuse à 1 mètre des arbres pour casser volontairement les racines, quitte à pénaliser ponctuellement la croissance de l'arbre, mais forcer les racines à se développer en profondeur, quoi. Juste qu'on n'est pas dans la même logique qu'une parcelle qui est en lisière de bois. Souvent, on entend des gens qui disent « Ah oui, le long du bois, ça pousse pas » ou tout ça, mais depuis quand le bois est là et depuis quand on s'est cultivé à côté, quoi, ou comment ça a été cultivé, quoi. Et ça, souvent, il y a des... Et puis, la notion aussi, enfin, il y a plein de travaux qui existent là-dessus, hein, sur le côté brise-vent et tout ça, ou que le rendement tout proche de l'arbre, il est un peu moins élevé, mais que plus loin, il y a un impact, un microclimat aussi sur la parcelle. Donc, mais tout ça, il y a des gens bien plus compétents que moi qui ont travaillé là-dessus. Mais en tout cas, je voulais avoir un peu ta perspective sur un autre point, puisque c'est vrai que le fait d'être en contact avec des lycéens ou voilà, des jeunes qui étudient l'agriculture, ça te donne aussi sûrement une perspective sur ce côté-là. Et je me demandais, c'est quoi un peu les réactions face à ces systèmes agroécologiques plus globalement. Donc, il y a le tout-herbe, etc. Mais il y a aussi l'arbre. Donc, ouais, comprendre quelle est la réaction. Et puis, plus globalement, de ça, comment est-ce que toi, tu vois
un peu, quels sont les obstacles ou les opportunités, on va dire, pour la transition agroécologique quand tu vois ces nouvelles générations d'agriculteurs qui seront les agriculteurs de demain? Je pense pas qu'il y ait réellement d'obstacles. Il y a le discours ambiant là, qui est plus récent depuis la guerre en Ukraine, depuis la crise Covid, où on confond un petit peu souveraineté alimentaire et productivité agricole, qui pour moi sont deux choses alors je veux dire, on les présente un petit peu comme on veut, quoi. Je veux dire, la souveraineté alimentaire, oui, c'est important, c'est certain, mais j'ai envie de dire pas coûte que coûte non plus, quoi. Et la souveraineté alimentaire, elle peut aussi passer par on a des arbres qui savent nous faire des bons fruits ou des bons produits. D'ailleurs, actuellement dans le Pacifique, il y a des arbres qui sont magiques ici, des arbres qui produisent une quantité de nourriture entre le fruit à pain, les pamplemousses, tout ça. Je veux dire, finalement, le ligneux, il peut produire aussi beaucoup et participer à la souveraineté alimentaire. Donc, pourquoi pas l'arbre? Et ça, c'était plus dans le contexte global où on sent un petit peu quand même une musique de fond, où le côté un peu système autonome, économe et tout ça qui nécessite peu d'intrants, il est un peu moins productif. Donc, est-ce qu'il a encore pleinement sa place dans une logique de souveraineté alimentaire? Bon, ça, chacun a ses opinions et chacun construira les choses en fonction de ses valeurs aussi. Mais par rapport aux jeunes, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est important, parce qu'ils écoutent aussi ce qui se dit à droite à gauche, hein, le discours ambiant ou le contexte du moment, hein, qui est, j'ai envie de dire, et ce que je dis, il n'y a pas de... Enfin, je juge pas, hein, je suis pas dans le jugement, dans ce que je dis, c'est factuel, hein, et je pense que le contexte dans lequel il s'installe, il est important, c'est-à-dire ce qu'il y a pu y avoir avant et puis ce que eux pensent faire après. Et j'ai l'impression, nous, dans la plantation qu'on a faite, on arrive un petit peu à concilier des visions un petit peu différentes, c'est-à-dire des gens qui auraient une vision plus valeur ajoutée, produit du terroir, petite surface avec valeur ajoutée, des choses comme ça, où finalement le bloc de pommier, qui est finalement une bonne densité d'arbres sur une surface un peu réduite, et puis à côté de ça, l'écartement entre deux blocs de pommier et avec la ligne d'essence mellifère en plein milieu, qui peut-être se prêterait plus à une vision céréalière long terme, avec éventuellement mécanisation, pulvérisation grande largeur, des choses comme ça. Donc j'ai l'impression que la parcelle, pour le coup, qu'on a implantée, elle permet de se projeter dans ces deux visions. Voilà, donc je pense que pour des jeunes, c'est intéressant aussi. Ça leur permet de voir que oui, on peut mettre des densités d'arbres qui limitent ou pénalisent un petit peu la mécanisation. Et on peut aussi mettre des densités d'arbres ou des modes d'implantation qui permettent de concilier grande largeur, mécanisation, et puis le côté peut-être high-tech qui est peut-être plus réel dans les systèmes uniquement céréaliers, quoi, mais qui plaisent aussi aux jeunes, hein, parce qu'il y a de la mécanisation. Et après, l'aspect... je pense que au-delà de ça, après, je veux dire, nous, les jeunes, toutes les classes ont participé à la plantation. Et au-delà de participer à la plantation, on a vraiment pris le temps de leur expliquer, quoi, les avantages, les inconvénients de la parcelle, les avantages, les inconvénients d'une conduite comme on a pu la faire, ce qu'on a pu développer auparavant, en toute transparence. Et après, chaque jeune se construit son opinion là-dessus, quoi. Et je pense que humblement, on sème des petites graines qui germent. Et souvent, quand on retrouve ces jeunes-là, quand ils ont la trentaine ou entre 30 et 40 ans, ils ont cheminé un petit peu. Et puis, s'ils voient un intérêt dans l'arbre, je pense qu'ils sauront le mettre à profit et en avoir un usage qui leur permettra de développer leur système agroécologique, quoi. Je le pense réellement, quoi. Super. Écoute Bertrand, merci beaucoup pour cet entretien qui était absolument passionnant et merci d'avoir accepté de participer à Cambium.
Merci Étienne, et puis au plaisir. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforestery.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt !